On retrouve un tas de films grand public, de grands films qui mettent en scène les cultures traditionnelles ou les cultures autochtones du monde avec plus ou moins de justesse. C'est des films de fiction la plupart du temps, donc on pourrait dire que le fait que les trois quarts des trucs montrés soient faux, on s'en fout un peu, mais en fait, on s'en fout pas vraiment. Parce que via le cinéma aussi, on continue de véhiculer des préjugés et des pensées racistes et coloniales. C'est quelque chose que je vous fais assez souvent sur Instagram en story, en fait à chaque fois que je vois un film qui met en scène des cultures traditionnelles autochtones, elles sont d'ailleurs toutes regroupées dans une story à la une qui s'appelle Movie Debunk. Et là du coup j'ai eu envie de vous en faire carrément une vidéo, alors c'est parti, surtout restez là. L'Ordre et la morale, c'est un film réalisé en 2011 par Mathieu Kassovitz qui parle d'un événement assez récent, la prise d'otage des indépendantistes kanaks de l'île d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie qui a eu lieu en 1988. Pour vous expliquer un peu mieux, la Nouvelle-Calédonie c'était une colonie française et où il y avait beaucoup de tensions politiques entre les Kanaks eux-mêmes, entre les loyalistes, les indépendantistes, ceux du nord, ceux du sud, ceux qui parlaient telle langue, telle autre langue, ceux qui avaient été colonisés par des chrétiens protestants, ceux qui étaient sous influence catholique. Bref, c'était très tendu, il y avait beaucoup de clivages sociaux et politiques, et le 22 avril 1988, des indépendantistes kanaks vont attaquer une gendarmerie pour l'occuper et faire une prise d'otage en bonne et due forme, dans le but de faire entendre leurs revendications, parce qu'il faut savoir qu'en fait, à ce moment-là, ce week-end-là d'ailleurs, c'était le week-end de l'entre-deux tours des élections présidentielles françaises. Au final, ça a dégénéré, il y a eu des morts, et ça a terminé avec Alphonse Dianou, donc un Kanak indépendantiste, qui a emmené avec lui un groupe de 16 otages dans une grotte. Pendant ce temps, les Français ont envoyé un négociateur du GIGN qui s'appelle Philippe Le Gorju pour essayer de faire libérer les otages, et ce négociateur va créer un vrai lien avec Alphonse Dianou. Enfin, dans la vraie vie, c'est un petit peu flou, on sait pas trop à quel point il mentait ou il disait la vérité, à qui, à quel point il était crédule ou pas. Mais bref, ils vont chercher à faire libérer les otages pacifiquement, en faisant venir la presse pour parler des revendications des indépendantistes, etc. Mais le gouvernement aura précipité les choses en lançant l'assaut des forces de l'ordre. Là, voilà, on sait pas trop quelle est l'implication de Le Gorju là-dedans, mais du coup c'est parti en live, et le 5 mai 88, tout ça a fini en boucherie sale, avec 21 morts, mais à savoir 2 soldats et 19 Kanaks. Il faut savoir que Kassovitz a vraiment voulu faire les choses bien avec ce film. En fait, il a passé 8 ans à écrire son scénario, à rencontrer toutes les tribus, toutes les chefferies, beaucoup d'habitants de l'île d'Ouvéa. Il a pondu au moins 20 fois son scénario. Il a aussi passé beaucoup de temps avec Philippe Le Gorju, donc le négociateur du GIGN. Malheureusement, il n'a pas pu passer de temps avec Alphonse Dianou, qui est décédé dans des circonstances un petit peu étranges pendant son transport à l'hôpital après l'assaut. Puis d'ailleurs, la plupart des acteurs ont vécu l'événement, ou si ce n'est eux, leur père, leur frère ou quoi. Malgré tout ça, c'est un film qui a fait gravement polémique et qui a même été censuré en Nouvelle-Calédonie au moment de sa sortie, car justement trop polémique, trop caricatural, et qui réouvre des plaies béantes. Parce qu'il faut bien se rendre compte que c'est des événements récents. Et les néo-calédoniens avaient, à juste titre, peur que ce film réveille des tensions encore fraîches entre les Kanaks indépendantistes et les Kanaks loyalistes. Et puis il y a aussi que pour certains Kanaks un peu traditionnalistes, ce n'est pas un blanc, donc un représentant du camp adverse dans cette histoire, de raconter leur histoire. Et puis pour finir, il y a aussi un truc assez propre à la culture kanak qui est une sorte de possession de mémoire, c'est-à-dire que traditionnellement, un discours, une histoire, un mythe ou un conte appartient à un clan, une lignée, et du coup n'est pas supposé en sortir, est supposé se transmettre seulement en interne. En tout cas, à cause de tout ça, ce film a été sacrément politique et polémique. Et du coup, oui, c'est devenu un film avec un fort parti pris, un petit peu trop manichéen sans doute,
Mais honnêtement, moi je le trouve pas si mal, même s'il manque quelques trucs historiques comme le contexte de clivages sociaux et politiques qui régnait à l'époque, et que le film est quand même clairement orienté pro-indépendantiste. Mais parce que moi, ce dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo, c'est du traitement des autochtones au cinéma. Et là, les Kanaks, ils ne sont pas représentés sous l'influence du mythe du bon ou du mauvais sauvage, et c'est ce que je vois de vraiment bien dans ce film. On y entrevoit certains aspects de la culture kanak qui sont un peu poussés, un peu caricaturaux, à savoir le respect de la parole des anciens, les gestes coutumiers, certains codes du combat et de la guerre qui sont propres aux cultures kanak, et puis des syncrétismes qui ont été créés avec la cohabitation chrétienne pendant 200 ans. C'est sûr, c'est un petit peu caricatural, mais ça reste vrai. C'est juste que peut-être si on l'avait montré simplement, ça aurait pas été perceptible. Dans l'idée, ce film, c'est un témoignage et le but de Kassovitz, c'est de faire connaître l'histoire néo-calédonienne. Qu'il soit légitime ou non de le faire, c'est un autre débat, mais en tout cas, il a quand même, je pense, fait son maximum avec les autochtones, les locaux et tout ça pour essayer de faire un film juste et honnête. Et puis surtout, on a pu en France voir un film au cinéma, un film grand public, qui raconte un fait historique qui concerne la culture française, et dont pourtant quasiment personne n'a entendu parler, qui n'est pas présent dans les livres d'histoire, parce que ça s'est passé trop loin, et puis que j'imagine qu'on s'en fout un petit peu de la mort de 19 indépendantistes kanaks. Et puis ce film met aussi en avant le sujet de la colonisation, et surtout de la décolonisation, parce que la colonisation, c'est pas seulement une histoire de missionnaires espagnols il y a 500 ans, la colonisation c'est quelque chose d'encore bien vivant aujourd'hui. Et puis enfin, les Kanaks ne sont pas représentés comme des sauvages barbares illettrés tout nus dans la forêt. Donc en dépit de tout, franchement, ce film, je le valide vraiment. Lost City of Thee, c'est un film qui est sorti en 2016, écrit et réalisé par James Gray, que franchement j'ai bien aimé regarder, j'ai bien kiffé le regarder ce film, les images sont belles, les acteurs sont bons, j'ai trouvé ça bien monté, bien ficelé, c'est une grosse prod, il y a des moyens derrière, et puis du coup j'ai passé un assez bon moment en fait devant ce film. L'histoire c'est celle de l'explorateur Percy Fawcett, un major anglais qui se fait envoyer au début du XXe siècle en Amazonie par la Société cartographique royale d'Angleterre pour cartographier les frontières entre le Brésil et la Bolivie, qui devient au final accro à l'exploration et au voyage et qui continue sa quête parce qu'il recherche une ancienne, immense et vaste cité perdue, donc sous-entendu les traces des civilisations mayas ou aztèques, donc Cusco, le Machu Picchu, ou quelque chose comme ça. J'ai aussi assez bien apprécié que les peuples d'Amazonie non contactés qu'on présente dans le film ne soient pas montrés comme des grosses brutes sauvages cannibales. Bon, il y a pas mal de sous-entendus qui laissent penser que ce sont des peuples un petit peu barbares, mais rien n'est affirmé, et puis du coup c'est assez ok avec la pensée de l'époque. Au final, c'est la jungle qui est montrée bien plus dangereuse que ce qu'elle n'est vraiment, genre les mecs pendant leur expédition ils manquent de crever 150 fois de trucs qui n'arrivent en fait jamais dans la vraie vie, type attaque d'anaconda et tout, mais c'est vrai que si le film avait collé aux faits et qu'on voyait juste des gars se laisser porter par le fleuve pendant des semaines et des semaines sans qu'il se passe jamais rien, j'avoue que on se serait sûrement vite fait un peu chier. Mais par contre, je voulais quand même vraiment vous parler du personnage principal, donc ce fameux Percy Fawcett, parce que le film se targue quand même de raconter l'histoire de ce gars. Et donc dans le film, Percy, c'est un super gars, hyper bienveillant, éclairé et tout. Alors qu'il faut remettre les choses dans leur contexte, comme c'est si bien fait à propos des autochtones dans le film, on va aussi le faire à propos du personnage principal. Le vrai Percy Fawcett, c'était un type qui sortait de l'armée. Il y connaissait absolument que dalle en anthropologie ou en archéologie, même en géographie au final, et il avait une quête complètement fantasque de trouver cette cité perdue dans la jungle. Une quête qui, vous vous en doutez bien, n'aboutira jamais, parce que ce qu'on sous-entend, c'est que cette fameuse cité, c'est le Machu Picchu. Et le Machu Picchu, c'est un archéologue qui s'appelle Hiram Bingham qui l'a découvert après avoir passé des années dans sa bibliothèque à organiser des recherches, à se documenter. Après, le film ne dit pas à raconter l'histoire de Hiram Bingham, mais il y a quand même des petits moments de confusion entre les deux gars, je crois. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Percy Fawcett, sa cité là, qui recherche avec une machette, une boussole et pas de méthode,
Dans sa tête, c'était la cité qui prouverait que l'Amazonie était avant peuplée par une très grande, très vaste, très riche civilisation blanche et européenne. Parce que Percy Fawcett, c'était un gars complètement dans l'air du temps du début du XXe siècle, un explorateur, pas un scientifique, qui savait pas grand-chose à ce qu'il faisait et qui se lançait un peu à corps perdu dans ses fantasmes d'aventure et de voyage. Et le célèbre anthropologue Claude Lévi-Strauss d'ailleurs fait référence à ce type de personnage dans la première ligne de Triste Tropique en disant « Je hais les voyages et les explorateurs » car ceux-ci sont finalement très responsables de la vision fantasmée et raciste que le monde a de l'Amazonie, la vision d'une terre peuplée d'êtres hostiles, d'une terre impénétrable et dangereuse, abritant de sauvages anthropophages. Et puis si on se penche un petit peu dessus, ce Percy Fawcett, il était quand même salement raciste. Il décrivait les autochtones comme des êtres particulièrement primitifs, des sauvages infâmes et crapuleux, je cite, des grandes brutes à peine plus évoluées que des bêtes. Il se comportait aussi avec eux avec très peu de respect. Des membres de la tribu Naukwa ont déclaré qu'ils se servaient dans les ressources sans demander quoi que ce soit, et même qu'ils repartaient des villages en prenant des canoës, des vivres, sans rien dire alors qu'ils venaient de squatter pendant des semaines. Mais après, on peut pas trop lui en tenir rigueur, dans le sens où Percy Fawcett, c'était un gars lambda de son époque, avec la vision lambda qu'avaient les gens de son époque. Le problème, c'est la réalisation du film, qui a choisi d'en faire un brave type, ouvert, cultivé, grand défenseur des peuples autochtones, et ça, c'est complètement faux. Donc, même si c'est un film très cool, regardez-le en vous rappelant que vous regardez une fiction. Parce qu'au final, le personnage que vous voyez n'a jamais existé. C'est pas Percy Fawcett qu'on voit à l'écran, c'est un personnage de fiction. Et le Washington Post a écrit à propos de ce film que l'ignorance volontaire de ce film fait peut-être écho à l'ignorance volontaire de Fawcett lui-même. Pourquoi s'en tenir aux faits quand on peut jouer sur un mythe ? Si je vous dis film avec des peuples autochtones, il y a moyen que Apocalypto soit une des premières références à laquelle vous pensez. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un super film de divertissement, mais moi je vais vous donner mon avis anthropologiquement, socialement, c'est pas glorieux, c'est carrément raciste, et pour moi c'est un film limite dangereux. Pour vous remettre les choses dans leur contexte, le film est supposé avoir lieu dans l'Amérique précolombienne, en théorie avant la chute de l'Empire Maya. Et l'histoire, c'est celle de Jaguar Poe, qui vit paisiblement dans la forêt avec sa gentille tribu de chasseurs-cueilleurs, quand un jour déboulent d'une grande cité toute proche d'autres autochtones prêts à en découdre, venus pour kidnapper tout le monde, brûler le village et les assassiner lors d'un sacrifice humain géant. Sans rien vous spoiler, c'est un film quand même assez violent, mais surtout pas crédible. Pourquoi pas crédible ? Déjà à cause du cadre de l'action. Les Mayas, puisqu'ils sont supposés être des Mayas dans le film, ne vivaient pas du tout dans des cabanes en bois dans la forêt. Les autochtones mésoaméricains vivaient dans des maisons en pierre, ou au pire en terre, construites sur des grands espaces à la vue dégagée. Et puis surtout, les Mayas vivaient en agglomération. C'était des grandes villes très organisées, des grandes cités, et même les plus ruraux de ces agglomérations dépendaient d'un centre politique. Et puis, les forêts autour des villes étaient possédées et entretenues par des institutions sur plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres. Et ensuite, les agglomérations mayas s'étaient cartographiées entre elles et savaient où chacune se trouvait. Donc déjà, le village de Jaguar Poe ne peut pas exister, d'autant plus avec une immense cité à quelques bornes dont personne n'aurait jamais entendu parler. Autre incohérence, dans le village de Jaguar Poe, tout le monde vit à poil. Alors que les Mayas avaient une culture super complexe de la sape et avaient le corps entièrement couvert. Les femmes se couvraient la poitrine, le cou, tout le monde avait des tenues super élaborées. Et personne était habillé avec des pagnes de schlag préhistoriques. Et puis bon, c'est peut-être un détail, mais au début du film, on voit les gars du village de Jaguar Poe chasser le gibier
histoire de bien coller avec leur image de sauvages chasseurs-cueilleurs d'un autre temps de la forêt. Mais en fait, les Mayas, c'était pas du tout des chasseurs. Ils avaient un système agricole ultra pointu et se nourrissaient de leurs récoltes quasiment intégralement. D'ailleurs, la plupart des Mayas étaient végétariens. Donc on continue sur ce mythe du sauvage, chasseur-cueilleur et tout. Et ensuite, sur l'action en elle-même, comme je vous l'ai dit, le village de Jaguar Paw se fait attaquer par des guerriers venus de la cité qui veulent les enlever pour les buter au cours d'une cérémonie géante de sacrifice humain. Bon, si en Mésoamérique ce genre de cérémonie avait bel et bien lieu, on capturait pas des pauvres innocents dans la forêt pour les buter. Les sacrifiés, c'était des prisonniers de guerre. Et puis les guerres, elles étaient organisées entre cités rivales, prévues en avance, un petit peu comme des tournois ou des raids. Et en plus, ces prisonniers, c'était encore une fois, que des grands guerriers, des chefs, des hommes politiques. Et puis petit détail, ce fameux sacrifice, c'est pour honorer le dieu des dieux, qu'un personnage nomme Dieu Soleil. On va énième foirage, parce que parmi l'immense panthéon mésoaméricain, le dieu des dieux, c'est pas le dieu du soleil, c'est le dieu du maïs. Bref, il y a rien qui va dans ce film. Et spoiler alerte, là je vais vous parler de la fin du film, donc si vous voulez pas vous faire spoiler, si vous l'avez pas vu ou quoi, avancez la vidéo, j'essaierai de vous mettre les repères dans la barre d'infos. Et bon, à la fin du film, j'ai limite même pas envie de verbaliser ce qui va pas, ça me semble évident. Les colons qui précipitent la chute de l'Empire Maya en 2 minutes, alors qu'en vrai il a fallu 200 ans aux Espagnols pour coloniser l'Amérique latine, et puis encore une fois, très très gros souci de confusion Maya-Aztèque, parce que le film est supposé avoir lieu à la chute de l'Empire Maya, donc maximum vers l'an 800, alors que les Espagnols ont débarqué genre 6 siècles plus tard. Après, vous allez me dire très certainement dans les commentaires, oui, c'est de la fiction, tatati tatata, mais Mel Gibson, il a quand même fait l'effort de faire parler à tous les acteurs du film la langue traditionnelle maya yucatèque. Il a voulu que tous les acteurs soient des descendants d'autochtones mayas. Il aurait pu faire au moins, dans ce cas-là, 2-3 recherches sur les peuples mayas, ou alors il part sur une fiction totale et puis il associe pas les personnages à une culture vivante. Parce que si, c'est un problème en fait, parce que ce film renvoie une image fausse et violente de la culture maya. Ils sont représentés comme un peuple sanguinaire et barbare. Cette sauvagerie fantasmée par les Blancs a été utilisée comme excuse pour anéantir des peuples pendant des centaines d'années. Depuis 500 ans, on massacre les Mayas. Les Espagnols ont massacré 75 millions d'autochtones au Bas-Mont à leur arrivée et ont continué de véhiculer cette image de barbarie et du coup les choses n'en sont pas restées là. Et lors de la guerre civile au Guatemala, qui s'est terminée il y a à peine 20 ans, qui a duré 36 ans, les descendants des autochtones mayas se faisaient encore massacrer parce que soi-disant ils étaient un peuple inhumain qui faisait des sacrifices humains et tout ça. Il faut bien se rendre compte que les images au cinéma de tous les peuples autochtones ont été produites par les Blancs. Les autochtones eux-mêmes ont été longtemps témoins muets de leur représentation et du coup ils ont eu du mal à échapper à une série de stéréotypes qui les a réduits à des objets exotiques et surtout qui jouent le jeu de la suprématie blanche. Alors certes, pour rendre un film accessible au grand public et sympa à voir, il faut scénariser les histoires, les romancer, etc. Mais il n'est peut-être pas nécessaire de manipuler complètement la vérité pour jouer le jeu du white savior par exemple. Et puis je pense qu'il est aussi important de penser, encore une fois, qu'on crée des formes de pensée via la culture, via le cinéma, la musique, la littérature. Et en fait, on va avoir un impact sur comment le grand public va se représenter, du coup, autrui. Et du coup, c'est pas si anodin que ça de montrer des clichés, et ça a peut-être beaucoup plus d'impact que ce qu'on ne veut bien imaginer.